Le 23 décembre 1944, à 4h17 du matin, les Ardennes, secteur de Bastogne. La neige tombe en rideaux épais, étouffant les sons. 17 hommes, coincés dans un bunker effondré, entourés par 500 Allemands. Ils n'ont plus de radio, plus de munitions pour plus de 10 minutes. Et pourtant, ils tiennent, une position oubliée sur les cartes des deux camps. Une colline anonyme, marquée d'un simple X effacé. Ces 17 soldats américains, largués là par erreur lors d'un parachutage nocturne, bloquent la route principale vers Bastogne. Sans eux, les panzers allemands percent le front allié en 2 heures. Morts ou vifs, ils sont le verrou. Et le verrou va céder. Reculons de quelques heures, avant l'aube, avant le chaos, pour comprendre qui sont ces hommes. Et surtout, qui est leur chef, sergent-chef Jack Harlan, 32 ans, originaire du Kansas, un fermier qui a enrôlé en 1941, après Pearl Harbor. Pas un héros de roman, juste un type solide, avec des mains calleuses et un regard qui ne s'emballe pas. Harlan a grandi en labourant des champs de blé sous le soleil implacable. Il sait ce que c'est que de tenir bon quand tout craque autour de vous. En Normandie, l'été dernier, il a vu son peloton décimé sur Omaha Beach. 22 gars partis en une vague. Lui, il a rampé sur 100 mètres sous le feu, portant un blessé sur le dos. Pas pour la gloire, pour finir le boulot. Harlan n'est pas du genre à parler pour ne rien dire. Ces hommes le savent. Ils l'appellent le Rock. Pas parce qu'il est immense, 1,80 m, large d'épaules, mais parce qu'il reste planté là quand les autres flanchent. En septembre, lors de la poche de falaise, il a pris une décision qui a sauvé une compagnie entière. Les Allemands avançaient, mitrailleuses en batterie. Les ordres disaient de reculer. Harlan a vu une brèche dans leur ligne. Il a ordonné l'assaut. 8 heures plus tard, 70 prisonniers. Et une citation sur son dossier. Mais il n'en parle pas. C'était juste le moment, dit-il. Rien de plus. Ces 17 hommes sous son commandement ne sont pas une unité d'élite. Des parachutistes de la 101e Airborne, largués la nuit du 17 décembre pour renforcer Bastogne. Le brouillard et la tempête ont tout chamboulé. Au lieu d'atterrir près de la ville, ils finissent à 10 kilomètres au nord, sur cette colline boisée, le mont Sins. Pas de jeep, pas de ravitaillement, juste leurs fusils, quelques grenades et un mortier à moitié cassé. Parmi eux, il y a le caporal Ruiz, un gamin de 19 ans du Texas qui tremble encore de son premier saut, et le sergent Mills, un vieux de la garde nationale qui a perdu un œil en Italie l'année d'avant. Ils se sont regroupés au lever du jour, le 18. Harlan a compté les têtes, 17. On bouge vers le sud, a-t-il dit, et on tient jusqu'à ce qu'on nous trouve. Les premiers jours, c'est l'enfer froid. La neige monte jusqu'aux genoux. Les Allemands sondeurs rôdent déjà. Harlan poste des guetteurs. Ils repèrent une patrouille de reconnaissance, 12 hommes en gris. Une embuscade rapide. 5 tués, les autres fuient. Mais le bruit alerte le reste. Bientôt, les obus tombent. Un bunker de fortune creusé dans le flanc de la colline avec des pelles et des baïonnettes. Bois et terre, renforcés par des tôles arrachées à un camion abandonné. Dedans, ils entassent les blessés. Déjà 3, touchés par des éclats. Ruiz vomit de froid. Mills charge les chargeurs en silence. Le 20 décembre, l'escalade commence pour de bon. Les Allemands reviennent en force. 200 hommes avec des half-tracks. Harlan voit les lumières des phares percer la brume. « Tenez la ligne », ordonne-t-il. Ces hommes tirent depuis les créneaux. Le mortier crache ses derniers obus. Une explosion illumine la nuit. 10 Allemands à terre. Mais les half-tracks avancent. Les balles sifflent. Un gosse, privé Harris, prend une rafale en pleine poitrine. Il s'effondre sans un cri, les yeux grands ouverts sur le ciel noir. Harlan le traîne à l'abri. « Bougez pas », murmure-t-il au blessé suivant. La radio grésille une dernière fois. « Ici, Sainz. Besoin de soutien. » Puis plus rien. La batterie est morte. Le 22, la nuit est pire. La température chute à -20. Les Allemands creusent des tranchées d'approche. Harlan sent la pression monter. Il a déjà vécu ça. En Hollande, pendant Market Garden. Là-bas, il a tenu un pont pendant 48 heures, sous un déluge de mortiers. Ces hommes avaient faim.
Soif, lui aussi. Mais il avait calculé, reculer, c'était offrir le passage. Ici, c'est pareil. Cette colline commande la vallée. Si elle tombe, Bastogne est contournée. Les panzers roulent vers la Meuse. L'offensive des Ardennes, le dernier coup de Hitler passe en force. Harlan le sait. Il l'a vu sur la carte, avant le largage. « On est le bouchon », dit-il à Mills, en rechargeant son garand. Mills hoche la tête. Alors on bouche. À l'aube du 23, les assauts se multiplient. Les Allemands lancent des grenades fumigènes. La visibilité tombe à 10 mètres. Harlan hurle les ordres. « Ruiz, à gauche ! Couvrez le flanc !» Un obus frôle le bunker, fait voler la terre. 2 hommes sont ensevelis sous les décombres. Harlan creuse avec les mains. Il les sort, vivant mais sonné. Son épaule saigne d'une égratignure, mais il ignore la douleur. Il a déjà frôlé la mort. Une fois, en Sicile, une mine a explosé à ses pieds. Il s'en est tiré avec des éclats dans la jambe. Ça l'a rendu prudent, un pas peureux. La guerre, c'est des choix, pense-t-il. Et ce choix-là, il l'a fait dès l'atterrissage raté. Maintenant, 4h17. Les 500 Allemands resserrent l'étau. Les munitions s'épuisent. Harlan regarde ses hommes. 16 maintenant. Harris est parti. Ruiz serre son fusil, les lèvres bleues. Mills bande une plaie au bras. Dehors, les moteurs grondent. Les Allemands préparent l'assaut final. Harlan sait que le soutien allié est loin. Bastogne est encerclée. Mais cette colline, elle est leur. Oubliés des cartes, mais pas du destin. Ils vont tenir, ou mourir en essayant. Le sort du combat repose sur ces 17, et l'aube se lève, rouge de sang. Les obus sifflent comme des serpents enragés. À 4h20, le bunker tremble. Harlan se plaque contre la paroi de terre, son fusil serré contre la poitrine. Dehors, les Allemands hurlent en allemand, leur voix étouffée par la neige qui continue de tomber. 500 contre 16. Les chiffres tournent dans sa tête comme un mauvais calcul. Ruiz, à genoux près de l'entrée, tire une rafale courte. Une silhouette grise s'effondre dans la poudreuse. « Un de moins !» murmure-t-il, la voix cassée par le froid. Harlan jette un œil par la fente du bunker. Les half-tracks allemands stationnent à 200 mètres, leurs phares aveuglants perçant le brouillard. Les soldats en gris avancent par bonds, couverts par des mitrailleuses lourdes. Un éclat d'obus déchire l'air, frappe le sol à 10 pas. La terre gicle et un cri perçant sort du fond du bunker. C'est Mills. Une branche de bois lui a entaillé la cuisse. Harlan rampe vers lui, ignorant les balles qui crépitent contre les murs. « Serrez les dents !» dit-il en nouant un garrot avec sa ceinture. Mills grimace mais hoche la tête. « Ils viennent pour de bon, sergent. » Les minutes s'étirent comme des heures. À 4h25, l'assaut se resserre. Les Allemands lancent des grenades à main qui explosent en gerbes de feu et de fumée. Le bunker s'emplit d'une odeur âcre de cordite et de sang. Harlan compte les chargeurs restants, 8 pour tout le groupe. Pas assez pour tenir jusqu'au jour. Il attrape le dernier obus du mortier, le glisse dans le tube improvisé. Le recul lui secoue l'épaule quand il tire. L'explosion illumine la colline, fauchant une dizaine d'assaillants. Mais les autres ne ralentissent pas. Ils rampent, utilisent des arbres comme boucliers. Un Américain, le privé Kowalski, se lève pour viser. Une balle lui traverse le cou. Il tombe en arrière, gargouillant du sang sur le sol gelé. Harlan sent la rage monter, mais il la contient. Il a déjà vu des hommes craquer comme ça. En Normandie, sur cette plage sanglante, il avait un caporal qui avait foncé, tête baissée, criant des jurons, mort en 3 secondes. Harlan avait appris, viser juste, respirer calme. « Ruiz, à couvert !» aboie-t-il. Le gamin du Texas se jette au sol juste avant qu'une rafale ne balaie l'entrée. Dehors, les Allemands sont à 50 mètres maintenant. Leurs bottes crissent sur la neige. Leurs armes claquent en rythme. Harlan recharge, ses doigts engourdis par le froid. Moins 20 degrés. La sueur gèle sur son front. À 4h30, la radio morte gît dans un coin, inutile comme un caillou. Harlan pense à Bastogne, à 10 kilomètres au sud. Les Alliés tiennent la ville, mais sans cette colline, les panzers allemands déferleront. Il l'a vu sur les cartes avant le saut. La route serpente droit par ici. Une seule position pour bloquer.
Et ils sont les seuls, pas de renfort en vue. Les avions alliés sont cloués au sol par la tempête. Harlan attrape un fusil abandonné, tire 2 fois. Un Allemand s'écroule, un autre titube. Mais pour chaque chute, 2 autres avancent. Le bunker craque sous un impact direct. La terre s'effrite, enterre un coin de l'abri. 2 hommes sont piégés sous les décombres. Harlan et Mills creusent frénétiquement, les ongles en sang. Ils les tirent dehors, vivants, mais assommés. L'un d'eux, le caporal Ellis, tousse de la poussière. « Combien on en a eu » demande-t-il d'une voix rauque. Harlan hausse les épaules. 30, peut-être. Pas assez. Dehors, les Allemands hurlent le désordre. Ils préparent une charge frontale. Les moteurs des half-track rugissent, prêts à raser le bunker. Harlan sait que c'est maintenant. Il a tenu des positions comme ça avant. En Italie, près de Monte Cassino, son unité avait bloqué une route avec juste des fusils et des grenades. 48 heures sous le feu. Il avait perdu la moitié de ses hommes, mais ils avaient arrêté une division. Ici, c'est pareil. Plus grand, plus final. « Écoutez-moi » dit-il à ses 16 survivants regroupés dans l'ombre. « On ne recule pas, cette colline est à nous, il passe par-dessus nos corps, ou pas du tout. » Les hommes hochent la tête, les yeux durs. Ruiz serre une grenade, prêt à la lancer. Mills bande son bras, son œil unique fixé sur l'entrée. À 4h35, l'assaut déferle. Les Allemands surgissent de la fumée, baïonnettes au canon. Les balles fusent des 2 côtés. Un half-track avance, sa mitrailleuse crachant la mort. Harlan tire, touche le conducteur. Le véhicule dévie, s'écrase contre un arbre dans une explosion orange. Mais les fantassins sont là, à 20 mètres. Ruiz lance sa grenade. Elle roule, explose, déchiquette 3 gris. Un autre Américain tombe, le ventre ouvert par une baïonnette. Harlan charge son garant, abat 2 assaillants d'affilée. Le recul lui cogne l'épaule, mais il continue. « Tenez » crie-t-il. Le chaos s'installe. Les cris se mêlent aux détonations. La neige se teinte de rouge. Un Allemand franchit l'entrée, fusil levé. Mills lui plante sa baïonnette dans le flanc. L'homme s'effondre, gargouillant. Harlan sent une brûlure à la jambe. Une balle l'a frôlé. Il ignore, tire encore. 15 contre 400 maintenant. Les munitions s'épuisent. Un chargeur par homme, 5 minutes max. Mais ils tiennent. La colline vibre sous les impacts. Dehors, les renforts allemands arrivent, des ombres dans la brume. Harlan pense à sa ferme au Kansas, aux champs vides qu'il reverra peut-être. Pas le temps pour les regrets. Il a choisi ça en s'enrôlant. Et ses hommes aussi. Ruiz recharge, les mains tremblantes. « On va les avoir, sergent ?» Harlan le regarde droit. « On va les stopper. » À 4h40, un obus frappe le flanc du bunker. Tout tremble. La poussière tombe du plafond. Ils sont 14, mais la ligne tient. Les Allemands hésitent, reculent pour un instant. Harlan sait que ce n'est pas fini. L'aube pointe, un filet de lumière grise. Le combat continue, seconde par seconde. Ces oubliés sur la carte ne lâcheront pas encore. À 4h42, la lumière grise de l'aube filtre à travers les fissures du bunker. Harlan cligne des yeux, la poussière collée à ses cils. Dehors, les Allemands se regroupent. Leurs officiers aboient des ordres secs, les voix portées par le vent froid. Les half-tracks vrombissent à nouveau, leurs chenilles écrasant la neige durcie. 14 Américains contre 500. Les chiffres pèsent comme du plomb dans l'estomac de Harlan. Il recharge son garant d'un geste automatique, les cartouches cliquetant dans le chargeur vide. Ruiz, accroupi près de l'entrée, respire par saccades. Ses mains tremblent sur le fusil, pas seulement du froid. « Sergent, ils sont trop nombreux, » murmure-t-il, les yeux rivés sur les ombres qui bougent dans la brume. Harlan pose une main sur son épaule. Respire, vise la tête, un par un. Pas de discours, juste des mots pour ancrer. Ruiz hoche la tête. Expire lentement, il tire. Un craquement sec. Un Allemand s'effondre à 30 mètres, la neige absorbant le bruit de sa chute. Le bunker sent la sueur, la poudre et la peur rance. Mills, adossé au mur, appuie sur sa cuisse bandée. Son œil unique scrute l'entrée. « Il prépare une autre vague », dit-il d'une voix plate.
Harlan acquiesce. Il a vu ça avant. En Hollande, sous la pluie battante de Market Garden, les Allemands avaient lancé vague après vague sur ce pont. Il avait compté les corps, pas les heures. 32 ennemis pour 10 des siens. Ici, c'est pire. La colline tremble sous un nouveau déluge d'obus. La terre vole en gerbes, aveuglant les guetteurs. À 4h45, l'assaut reprend. Les Allemands surgissent des arbres, une ligne grise et compacte, mitrailleuses lourdes en tête, crachant des traînées de feu. Les balles ricochent contre les parois du bunker, faisant pleuvoir des mottes de boue. Harlan hurle. Feu à volonté. Ses hommes tirent en rafales courtes. Le caporal Ellis abat 2 assaillants d'un seul chargeur. Un autre, le privé Jenkins, lance une grenade par la fente. L'explosion déchire l'air, envoyant des corps en l'air comme des poupées brisées. Mais les Allemands avancent. Un half-track force le passage, sa tourelle pivotant vers le bunker. Harlan attrape le tube du mortier. Plus d'obus, mais il l'utilise comme un gourdin. Il sort à moitié, vise le véhicule, tire au jugé. La balle touche le pneu avant. Le half-track dérape, s'embourbe dans la neige molle. Les Allemands à bord sautent, ripostent. Une balle frôle l'oreille de Harlan, chaude et sifflante. Il plonge à l'intérieur, le cœur battant mais régulier. Il a frôlé la mort comme ça, en Sicile. Une grenade à ses pieds, l'explosion qui l'avait projeté 10 mètres. Il s'était relevé, boitant, pour finir le combat. Ça arrive, pense-t-il, et on continue. Dehors, le chaos monte. Les cris allemands se mêlent aux gémissements des blessés. Un Américain, le sergent adjoint Lyle, se redresse pour tirer. Une rafale le cloue au sol, le torse ouvert. Il glisse contre le mur, les yeux vitreux. Harlan ne s'arrête pas. « Couvrez l'entrée !» ordonne-t-il. Ruiz et Ellis forment une ligne, leurs fusils crachant le feu. 3 Allemands tombent à 15 mètres. Mais un autre franchit la brèche, baïonnette levée. Mills le reçoit d'un coup de crosse en pleine face. L'homme recule, le nez en sang, mais un second le suit. Harlan abat le premier d'une balle en pleine poitrine. Le second tire à l'aveugle. La détonation assourdit l'intérieur. À 4h48, les munitions touchent le fond. Harlan compte. 3 chargeurs pour lui, 2 pour Ruiz. Les autres fouillent les corps des camarades tombés. Le bunker est un tombeau vivant. La poussière obscurcit tout, les ombres dansent comme des fantômes. Harlan sent la panique gratter au fond de lui, mais il la repousse. Il a pris des décisions comme ça en Normandie. Sur Omaha, quand les vagues avaient charrié les corps, il avait ordonné de creuser un trou pour les blessés. 10 minutes sous le feu. 5 sauvés. Choisir vite, se dit-il. Il attrape une grenade, la dégoupille. « Ruiz, avec moi !» Ils sortent en rampant, le ventre contre la neige gelée. Les Allemands sont à 10 mètres, regroupés derrière un rocher. Harlan lance. L'explosion les disperse. 2 corps inertes. Ruiz tire sur les survivants. Un Allemand charge, fusil à la hanche. Ruiz l'arrête net, la balle en pleine gorge. Il recule dans le bunker, haletant. Mills les accueille d'un signe. « Bien joué !» Mais ils reviennent. Dehors, les moteurs grondent plus fort. Un second half-track approche, lent mais implacable. Les obus pleuvent, un à chaque seconde. Le plafond craque, menace de s'effondrer. À 4h52, l'aube est là, un jour pâle et froid. Harlan voit les visages des Allemands, jeunes et fatigués sous les casques. Ils chargent en hurlant, une centaine d'hommes. Les mitrailleuses balaient la colline. Ellis tombe, une balle dans l'épaule. Il rampe vers l'abri, laissant une traînée rouge. Harlan tire, recharge, tire. Son fusil claque à vide. Il passe au pistolet, un Colt usé. 2 Allemands s'approchent de l'entrée. Il en abat un. L'autre bondit dedans. Un corps à corps s'engage. Harlan le plaque au sol, lui enfonce le canon dans la bouche. Tire. Le sang gicle, chaud sur ses mains. Le bunker est saturé de fumée. Ruiz vomit dans un coin, la bile gelant sur le sol. « Je peux plus !» halète-t-il. Harlan le secoue. « Si, pour Bastogne !» Il sait que la ville tient, grâce à eux. 10 kilomètres au sud, les Alliés résistent. Mais sans cette colline, les Panzers percent. Il l'a vue en falaise, cette brèche qui avait coûté des milliers de vies. « On est le mur !» pense-t-il. Mills, pâle comme un mort, charge un dernier chargeur.
Combien on en reste? Harlan compte les têtes. 12. Les corps des leurs jonchent le sol, figés dans la neige. À 4h55, l'assaut final se déchaîne. Les Allemands lancent tout, grenades, balles, baïonnettes. Un half-track percute le flanc du bunker, le métal hurlant contre la terre. L'entrée s'élargit, exposant les défenseurs. Harlan se dresse, tire dans la masse. 3 tombent, mais ils entrent. Un Allemand attrape Ruiz par le col. Le gamin se débat, enfonce sa baïonnette. L'homme s'effondre, mais un autre le blesse au bras. Harlan abat l'assaillant. « Tenez la porte !» crie-t-il. Les 12 survivants forment un cercle, fusil braqué. Le combat est au corps à corps maintenant. Coup de crosse, baïonnette qui perce la chair. Un Américain hurle quand une lame lui ouvre le ventre. Mills enfonce son couteau dans un gris, le repousse d'un coup de pied. Harlan sent une brûlure à la côte. Une balle l'a effleuré. Le sang coule chaud sous sa chemise. Il ignore, frappe. Dehors, les Allemands hésitent. Les pertes montent, 40, 50. Leurs officiers reculent, ordonnent un repli temporaire. La colline fume, couverte de corps. À 5 heures pile, le silence tombe, relatif. Les tirs sporadiques claquent encore. Harlan s'adosse au mur, le souffle court. 12 hommes, blessés, épuisés. Mills bande une plaie à la tête de Ruiz. « On les a repoussés !» dit le vieux sergent. Harlan hoche la tête. Pour l'instant. Dehors, les Allemands se retirent à 300 mètres, leur half-track en feu. La radio est morte, mais un guetteur crie « Avion allié au nord !» Des P-47 perçant les nuages, mitraillant les lignes grises. Le soutien arrive enfin, retardé par la tempête. Les heures suivantes, les renforts alliés percent l'encerclement. Une compagnie de la 101e rejoint la colline à 7 heures. Ils trouvent le bunker en ruine. 12 survivants hagards. Harlan est le premier à se lever, fusil à l'épaule. Le capitaine qui les relève serre sa main. « Vous avez tenu la route. Bastogne est sauve grâce à vous. » Harlan hausse les épaules. « C'était le boulot. Plus tard, les médailles viendront. Croix de guerre pour lui, Purple Heart pour les autres. Mais pour Harlan, c'est juste fini. La colline, oubliée des cartes, a scellé le sort. Les panzers stoppés, l'offensive allemande saigne à mort. Ces 17 hommes, 16 puis 12, ont payé cher. 5 morts sur place, les autres évacués, marqués à vie. Ruiz rentrera au Texas, boitant. Mills survivra, mais perdra l'autre œil des années plus tard. Harlan reverra sa ferme, laboure sous le soleil du Kansas. Mais il portera toujours cette cicatrice à la côte, un rappel. La guerre, c'est des choix simples dans le chaos. Tenir ou céder. Et quand on tient, le monde change. Une colline anonyme, 17 oubliés. Ils ont changé le cours. À 4h42, la lumière grise de l'aube commence à percer les nuages bas. Harlan essuie la sueur gelée de son front, les yeux plissés contre la poussière qui tourbillonne dans le bunker. Dehors, les Allemands se regroupent, dans l'ombre des arbres, leurs silhouettes grises comme des spectres dans la brume épaisse. Les half-tracks vrombissent à nouveau, leurs moteurs rauques couvrant les cris des officiers. 500 contre 14. Harlan sent le poids de ces chiffres, mais il ne flanche pas. Il a déjà tenu, soupir. En Normandie, sur cette plage déchaînée, il avait rampé avec 20 kilos de matériel, les vagues charriant les corps de ses amis. Là, il avait choisi de ne pas reculer. Ici, c'est la même chose. Ruiz, blotti contre la paroi de terre, recharge son fusil d'une main tremblante. Le froid mord ses doigts, mais c'est la peur qui le ronge vraiment. « Sergent, il bouge !» murmure-t-il, la voix étouffée par le crépitement des balles sporadiques. Harlan jette un œil par la fente étroite. Les Allemands avancent par sections, couverts par un barrage de mortiers. Les obus sifflent, explosent en gerbes de terre et de neige à quelques mètres. Un impact secoue le bunker, fait tomber une plaque de bois du plafond. La poussière s'élève comme un voile, aveuglant un instant les défenseurs. « À couvert !» ordonne Harlan, sa voix calme mais tranchante. Ses hommes se tassent, fusils braqués vers l'entrée. Mills, le visage pâle sous sa barbe de 3 jours, appuie sur sa cuisse blessée. Du sang suinte à travers le bandage improvisé. Il teste nos faiblesses, dit-il d'un ton neutre, son œil unique fixé sur l'extérieur.
Harlan hoche la tête. Il sait. En Italie, près de Cassino, les Allemands avaient fait la même chose. Des sondes pour fatiguer, puis l'assaut massif. Il avait tenu 40 heures avec une demi-équipe, rationnant les balles comme de l'or. Perdu 8 hommes, mais bloqué une route entière. On répond au feu, dit-il simplement. Il lève son garand, vise une ombre qui se découpe dans la brume. Tire. Le recul cogne son épaule endolorie. L'ombre s'effondre, un cri étouffé par le vent. À 4h45, l'assaut se déchaîne pour de bon. Les Allemands surgissent des fourrés, une vague compacte de casques et de fusils. Les mitrailleuses lourdes en tête crachent des rafales, traçant des lignes de feu dans l'air glacé. Les balles martèlent les murs du bunker, arrachant des éclats de bois et de terre. Harlan sent le sol vibrer sous ses bottes. « Feu !» crie-t-il. Ses hommes ripostent en chœur, les détonations se fondant en un roulement continu. Le caporal Ellis, à genoux près de l'entrée, abat 2 assaillants d'affilée, ses balles précises malgré la fumée. Une grenade vole par la fente, atterrit à l'intérieur. « Grenade !» hurle Ruiz. Il se jette au sol. L'explosion déchire l'air, remplissant le bunker d'une odeur âcre de métal brûlé. Un éclat frôle la joue de Harlan, trace une ligne rouge sur sa peau. Le chaos s'installe, seconde par seconde. Dehors, les half-tracks avancent, leurs chenilles broyant la neige durcie. Un obus de leur canon principal frappe le flanc de la colline, à 20 mètres. La terre jaillit comme une fontaine, enterre un coin du bunker. Harlan rampe vers les décombres, creuse avec ses mains nues. Il tire le privé Jenkins dehors, le visage noirci de poussière, mais vivant. « Respire », lui dit-il en le traînant à l'abri. Jenkins tousse, crache du sang. « Ils sont partout, sergent. » Harlan ne répond pas. Il recharge, tire par la brèche. Un Allemand à 30 mètres s'écroule, le casque volant de sa tête. À 4h48, la tension monte d'un cran. Les munitions diminuent vite. Harlan compte mentalement. 5 chargeurs pour le groupe entier. Pas assez pour 1 heure. Encore moins pour l'aube complète. Ruiz, les lèvres bleues, lance une grenade par l'ouverture. Elle roule dans la neige, explose en une boule de feu. 3 corps gris sont projetés en arrière, leurs cris se perdant dans le fracas. Mais les autres ne s'arrêtent pas. Un groupe d'une dizaine force le passage, baïonnette fixée. Il rampe, utilise les cratères comme abri. Mills se redresse, son fusil à l'épaule, tire une rafale. 2 tombent. Mais une balle le touche à l'épaule, le repousse contre le mur. Il glisse, le sang coulant sur son uniforme. Harlan sent la brûlure familière de l'urgence. Il a déjà vécu ça, en Hollande, pendant Market Garden. Là, sous la pluie incessante, il avait tenu un pont avec 15 hommes contre une centaine. Les décisions venaient vite. Tirer ou se repositionner. Une erreur, et tout s'effondrait. Ici, il choisit l'attaque. Ruiz, Ellis, avec moi. On les repousse dehors. Ils sortent en rampant, le ventre contre le sol gelé. La neige colle à leurs vêtements. Le froid anesthésie leurs membres. À 10 mètres, les Allemands chargent. Harlan tire au jugé, touche un officier au genou. L'homme hurle, ralentit la vague. Ruiz abat un autre, sa balle sifflant dans l'air matinal. Ellis lance sa dernière grenade. L'explosion disperse le groupe, laisse 5 corps inertes dans la poudreuse. Il recule dans le bunker, haletant. Le plafond craque sous un nouvel obus. La terre pleut, obscurcit la vue. Harlan essuie ses yeux, voit Mills panser sa plaie. 10 contre 500 maintenant, dit le vieux sergent. Un sourire amer aux lèvres. Harlan acquiesce. La radio gît toujours morte dans un coin, ses fils sectionnés par un éclat. Pas de soutien en vue. Bastogne est à 10 kilomètres, encerclée, mais cette colline est la clé. Sans elle, les panzers allemands déferlent sur la Meuse en 2 heures. Harlan l'a vu sur les cartes avant le saut. Une route étroite, un verrou vital. « On tient », dit-il à ses hommes, la voix ferme. Les 12 survivants hochent la tête, les yeux durs comme l'acier. À 4h52, l'aube pâle illumine la vallée. Les Allemands hésitent un instant, leur perte visible. 40 corps épars sur la pente. Mais leurs renforts arrivent, des camions qui déversent plus d'hommes dans la brume. Les moteurs grondent, les obus recommencent à pleuvoir. Un half-track force l'entrée, sa mitrailleuse balayant tout.
Harlan plonge à couvert, sent la chaleur des balles passer à un cheveu. Il attrape un fusil abandonné, vise la tourelle, tire 3 fois. Le tireur s'effondre, le véhicule dévie et s'écrase contre un rocher dans une gerbe d'étincelles. Mais les fantassins suivent, une charge frontale. Le corps à corps éclate. Un Allemand franchit la brèche, baïonnette en avant. Ellis le reçoit d'un coup de crosse, lui fracasse le crâne. Un autre attrape Ruiz par le bras, le plaque au sol. Le gamin du Texas se débat, enfonce son pouce dans l'œil de l'assaillant. L'homme hurle, recule. Harlan abat un 3e d'une balle en pleine poitrine, le sang giclant sur la neige. Ses oreilles bourdonnent des cris, des détonations rapprochées. Une lame frôle sa cuisse, déchire le tissu. Il contre-attaque, plante sa baïonnette. Le corps s'affaisse, lourd et chaud. À 4h55, le bunker est un enfer confiné. La fumée pique les yeux, la sueur gèle sur la peau. Harlan sent une douleur lancinante à la côte, une balle l'ayant effleuré plus tôt. Il l'ignore, et comme en Sicile quand une mine l'avait projeté au sol, les éclats dans la jambe. Il s'était relevé, avait continué. Pour les gars derrière, pense-t-il. Ruiz, le bras en sang, recharge à genoux. « On les arrête, sergent ?» Harlan le fixe. « Oui. » Dehors, les Allemands reculent légèrement, leurs officiers hurlant pour reformer les lignes. Les pertes montent, 60 maintenant. La colline est jonchée de gris et de kaki, figée dans la mort. Le silence relatif tombe à 5 heures. Les tirs clairsèment, mais la pression reste. Harlan s'adosse, compte les munitions. 2 chargeurs par homme. Mills bande une plaie à la tête d'Ellis. « Ils vont revenir, dit-il. » Harlan regarde l'entrée béante. L'aube grise révèle la vallée enneigée. Bastogne au loin, comme un mirage. Ces 12 ont tenu l'impossible. Oublié des cartes, mais pas du combat. La tension palpite encore, prête à exploser. Le sort balance, seconde par seconde. À 5 heures précises, le bunker respire un silence précaire, comme une pause avant la tempête. Harlan s'appuie contre la paroi effritée, son souffle formant des nuages dans l'air glacé. Dehors, la neige a cessé de tomber, laissant la colline nue sous la lumière pâle de l'aube. Les Allemands se regroupent à 200 mètres, leurs half-track fumant alignés comme des bêtes blessées. 12 Américains à l'intérieur, blessés, couverts de sang et de terre. Ruiz bande son bras, les dents serrées. Mills, l'épaule en feu, charge un dernier chargeur. « Il ne lâche pas », murmure-t-il. Harlan hoche la tête. Il sait. En falaise, l'été dernier, les Allemands avaient fait de même, reculé pour mieux frapper. Il avait tenu la brèche avec 9 hommes, perdu 4, mais bloqué toute une division. Ici, c'est la même équation, plus lourde. À 5h02, un grondement monte de la vallée. Les moteurs allemands redémarrent, un ronflement sourd qui fait vibrer le sol. Harlan jette un œil par la brèche. Une nouvelle vague, 200 hommes au moins, soutenus par 3 half-track intacts. Les mitrailleuses lourdes pivotent, leurs canons luisants de givre. « Préparez-vous » dit Harlan, sa voix plate, sans urgence feinte. Ces hommes se redressent, fusil en main. Ellis, l'épaule bandée, vise l'entrée. Jenkins, le visage tuméfié, serre une grenade. La tension grimpe, palpable comme l'odeur de cordite qui imprègne tout. Harlan sent son pouce battre régulier. Il a déjà fixé la mort en face. En Sicile, sous ce soleil de plomb, une balle l'avait effleuré au crâne. Il avait continué, porté un camarade sur 2 kilomètres. Pas pour les médailles, pour que ça compte. À 5h05, l'assaut explose. Les obus pleuvent d'abord. Un barrage infernal qui secoue la colline. Le bunker tremble, des plaques de terre se détachent du plafond. Un impact direct frôle l'entrée, envoie une gerbe de rochers à l'intérieur. Harlan se plaque au sol, protège sa tête. « Restez bas !» ordonne-t-il. Ruiz hurle quand un éclat lui entaille le front. Du sang coule dans ses yeux, mais il essuie et tire. Une balle touche un Allemand à 50 mètres, le fait rouler dans la neige. De peur, les half-track avancent, leurs chenilles crissant sur le gel. Les fantassins suivent en bondissant, casques baissés, fusils levés. Les balles sifflent, ricochent contre les murs. Un cri déchire l'air. Jenkins est touché au torse. Il s'effondre, les poumons percés, le sang bouillonnant sur ses lèvres.
Harlan le tire à l'écart, mais c'est fini. 11 maintenant. Le chaos s'accélère, seconde par seconde. À 5h07, les Allemands sont à 30 mètres. Leurs grenades fusent, explosent en boules de feu qui illuminent l'intérieur. La fumée pique les poumons, obscurcit la vue. Harlan tousse, recharge son colt, tire par la fente. Un casque gris s'envole, un corps suit. Mills, malgré sa douleur, abat 2 assaillants d'une rafale. Son fusil claque à vide, il passe à la baïonnette, prêt pour le contact. « Ils entrent !» crie Ellis. Un groupe de 5 force la brèche, baïonnette au clair. Le corps à corps éclate. Harlan en empale un, sent la lame traverser le tissu et la chair. L'homme s'affaisse, gargouillant. Ruiz frappe avec la crosse, fracasse un nez. Mais un Allemand le plaque, un couteau en main. Ruiz se débat, enfonce ses doigts dans la gorge de l'assaillant. L'homme recule, étouffant. À 5h09, le bunker est un piège vivant. Les cris se mêlent aux détonations, un vacarme assourdissant. Harlan sent une brûlure à la jambe, une baïonnette l'a entaillé. Le sang coule chaud, mais il pivote, abat l'assaillant d'un coup de crosse. Mills hurle quand une balle lui traverse le bras restant. Il tombe à genoux, mais se relève, poignard d'un gris au ventre. Dehors, un half-track percute le flanc du bunker. Le métal hurle. L'entrée s'élargit en un trou béant. Les Allemands affluent, une marée grise. Ellis lance sa dernière grenade. L'explosion déchiquette 4 d'entre eux, envoie des membres volés. Mais les autres passent. Un Américain, le privé Tate, prend une balle en pleine tête. Il s'écroule sans un mot, les yeux ouverts sur rien. 10 survivants. Harlan respire par la bouche, le cœur cognant mais contrôlé. Il pense à la ferme, au champ du Kansas sous la pluie. Pas le temps. Il a choisi ça en 1941, après Pearl Harbor. Tenir quoi qu'il arrive. À 5h11, il ordonne. Regroupez-vous au fond. Et des hommes reculent, forment un demi-cercle. Les munitions s'épuisent, un chargeur par tête. Ruiz tire, touche un officier allemand. L'homme s'effondre et la vague hésite une seconde. Harlan en profite, abat 2 autres. Le sang gicle sur ses bottes, colle à la neige dehors. Mills, pâle comme la mort, murmure « On les saigne ». Mais un obus frappe le plafond, le bunker s'effondre en partie, enterre 2 hommes sous les décombres. Harlan creuse, les mains en sang. Il sort Ellis, vivant mais inconscient. 8 maintenant. À 5h13, l'aube est pleinement là, un jour froid qui révèle l'horreur. La colline est un charnier, 70 corps allemands épars, plus les leurs. Les half-tracks restants reculent légèrement, leurs tourelles fumantes. Les Allemands hésitent. Leur perte trop lourde. Harlan voit un officier hurler des ordres, mais les hommes flèchent. Il a vu ça en Normandie. L'ennemi craque quand le coup monte. « Tenez !» crie-t-il. Ces 8 survivants tirent les derniers coups. Un half-track explose sous un tir chanceux d'Ellis qui s'est réveillé. La boule de feu illumine la vallée, force les Allemands à se replier à 100 mètres. Le silence tombe, brisé par des gémissements. À 5h20, c'est fini. Les Allemands se retirent, abandonnant leurs morts. Harlan sort le premier, fusil levé. Ses hommes suivent, boitant, couverts de boue et de sang. La colline fume, la neige rougit sur 100 mètres. 5 Américains morts sur place. Jenkins, Tate et 3 autres ensevelis. Les 8 survivants s'assoient, épuisés. Ruiz vomit. Mills bande ses plaies. Harlan regarde au sud. Bastogne tient toujours. À 6h30, les premiers renforts alliés arrivent. Une patrouille de la 101e Airborne, guidée par un avion repéré plus tôt. Le lieutenant qui les trouve serre la main de Harlan. « Vous avez bloqué la route. Les Panzers sont stoppés net. Sans vous, on perdait tout. » Harlan hausse les épaules. « On a tenu, c'est tout. Les conséquences frappent vite. » Les blessés sont évacués par jeep vers Bastogne, encore sous siège mais solide. Ruiz perdra son bras mais rentrera au Texas, marchera avec une prothèse. Mills survivra, cité pour bravoure, mais la guerre le marquera à vie. Aveugle des 2 yeux des années après, Harlan refuse l'hôpital, rejoint le front. Plus tard, les médailles tombent. Distinguished Service Cross pour lui, Silver Stars pour les autres.
La presse en parle comme du verrou de Sins, cette colline oubliée qui a saigné l'offensive allemande. Hitler perd sa dernière chance aux Ardennes. Bastogne résiste, les Alliés contre-attaquent. La guerre tourne. Ces 8, partis de 17, ont payé le prix. Une position anonyme, effacée des cartes, a changé le cours. Harlan reverra sa ferme, laboure les champs sous le soleil implacable. Mais il portera toujours ses cicatrices, ses choix faits dans le froid et le feu. La guerre n'est pas de la gloire. C'est tenir quand tout cède. Un homme, une colline, et le destin bascule. Simple comme ça.